Salut à tous! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder le cours de première sur les suites géométriques. Une partie très importante de ton programme sur la partie des suites numériques, où on va aborder un type de suite particulière, un petit peu comme la fonction inverse ou la fonction racine carrée dans le monde des fonctions. Et bien là, on va voir un type de suite particulier. Il y en a deux en fait dans ton programme, les suites arithmétiques, tu peux aller le voir cours qui est ici, et les suites géométriques qui vont jouer un rôle vraiment important dans tes exercices, aussi bien en première qu'en terminale. Donc, voici le plan de notre cours. Donc, on va commencer par la définition des suites géométriques avec un ou deux petits exemples. Puis, l'écriture explicite, qui est en fait l'intérêt principal, c'est partir d'une suite qui va être définie par récurrence et avoir son écriture en fonction de n. Puis, les différentes représentations graphiques de q puissance n, parce que tu vas voir que les suites géométriques pourront apparaître q puissance n. Et enfin, les sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique où là, pareil, en vue d'un supérieur scientifique, c'est assez important les sommes. Donc, on va commencer un peu à se familiariser là-dessus. Bon, allez, c'est parti. On commence par la définition. Alors, une suite géométrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une suite qui va être définie par récurrence, c'est-à-dire en fonction de son terme précédent, on va avoir un lien entre un plus 1 et un. Et entre deux termes consécutifs, on va toujours multiplier par le même nombre que l'on va appeler la raison. Donc la définition est, pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à q fois un, et u0, la donnée du premier terme. Donc en fait, une suite sera géométrique si et seulement si elle vérifie cette définition, donc qui est pour tout entier naturel n, où à partir d'un rang p, un plus 1 est égal à un fois q, avec q la raison. Donc comme on dit, pour une suite géométrique, on multiplie par q entre deux termes consécutifs où q est la raison. Allez, on va regarder maintenant deux petits exemples. Pour notre premier exemple, on va aborder un compte en banque qui est rémunéré à hauteur de 1,5% par an, ce qui n'est pas si mal chez nous. Alors, on considère que tu as une somme de 1000 € à mettre sur ton compte en banque. Tu places ces 1000 € et tu n'y touches pas, tu les laisses travailler et faire des petits. Donc, chaque année, 1,5% d'intérêt vont venir s'ajouter à ton capital placé. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une augmentation du capital de 1,5%. On va appeler C indice N, Cn, le capital sur le compte en banque la nème année. Ce qui veut dire qu'au rang 0, il y a les 1000 € que tu as placés, un cadeau de Noël par exemple. Et donc chaque année, ce capital va avoir une augmentation de 1,5% et augmenter de 1,5% revient à multiplier par ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur qui est 1 plus T sur 100, où T, c'est le taux d'augmentation. Ce qui revient donc à multiplier le capital d'une année sur l'autre par 1,015. Donc l'année suivante, c'est N plus 1 comme capital. L'année précédente, c'est N comme capital. Eh bien, on a Cn plus 1 qui est égal à 1,015 Cn, ce qui nous caractérise en fait un capital sur ce compte qui correspond à une suite géométrique de raison 1,015 que l'on a calculé ici et de premier terme 1000. Donc on a parfaitement caractérisé le capital de ton compte en banque comme étant modélisé par une suite géométrique de raison 1,015 et de premier terme C0 est égal à 1000. Pour notre deuxième exemple, on va considérer un bassin de rétention que tu mettrais dans ton jardin par exemple pour l'arrosage ou ce genre de choses là. Et donc dans ce bassin, il a une contenance de 10 mètres cubes, donc 10 000 litres d'eau. Mais par la chaleur, le soleil et compagnie, on considère que ce bassin s'évapore de 5% de son contenu chaque semaine. Donc, qui dit évaporation ou perte de 5%, dit qu'il en reste quand même 95% à retenir par rapport à ce qu'on va faire après. On appelle Vn le volume d'eau dans le bassin la nème semaine. Ce qui veut dire que la première semaine, où on rang 0, il y aura donc V0 est égal à 10 000, puisque le volume est donné en litres. S'il avait été en mètres cubes, on aurait mis seulement 10. Alors, on a le premier terme de notre suite qui correspond au volume d'eau dans ce bassin qui est égal à 10 000, et on a une perte de 5% chaque semaine, ce qui revient à multiplier par le coefficient multiplicateur 1 moins
T sur 100 avec T, donc le taux ici d'évaporation qui est de 5%. Et 1 moins 5 sur 100, ça fait 0,95. Hop, tu te rappelles le 95% restant s'il y a 5% qui s'évapore. Donc ce qui veut dire qu'entre 2 semaines consécutives, on a le volume la semaine suivante qui est égal au volume la semaine précédente fois 0,95 et donc le volume d'eau dans ce bassin est caractérisé par une suite géométrique de premier terme V0 égale 10 000 et défini par la relation de récurrence Vn plus 1 égale 0,95 Vn, donc une suite géométrique dont la raison est 0,95. Bon, allez, on vient de voir là maintenant 2 exemples concrets d'utilisation des suites géométriques. Maintenant, on va passer à un point important de ce chapitre-là qui est l'écriture explicite ou l'écriture du terme général ou encore en fonction de n. Donc là, en fait, on aborde le point principal, je dirais, de ce chapitre qui est la possibilité, malgré le fait que la suite se définit par récurrence, d'avoir son écriture en fonction de n. Donc, je te le rappelle, pour une suite géométrique, on a vu que c'était une suite qui, entre 2 termes consécutifs, multiplie tout le temps le même nombre que l'on appelle la raison, que l'on note Q. Donc, regardons un petit peu la construction de cette suite. Donc, on a U0, U1, U2 jusqu'à UN, et entre 2 termes consécutifs, on multiplie tout le temps par Q la raison de la suite. Ce qui veut dire qu'entre U0 et U1, on fait fois Q, entre U1 et U2, on fait fois Q. Donc, par exemple, entre U0 et U2, on fait fois Q, donc fois Q au carré. Puis on fait comme ça jusqu'au bout pour arriver jusqu'à UN. Ce qui veut dire que pour aller de U0 jusqu'à UN, on va multiplier par Q n fois. Donc on va se retrouver avec UN qui va être égal à U0 fois Q puissance n. Donc ça c'est dans le cas évidemment où on commence à U0. Si on a commencé par exemple à U1, c'est-à-dire que hop, tu vois sur la liste là, on enlève le premier terme. Il y a donc un fois Q qui s'en va également. Donc la multiplication par Q ne se fait plus que n-1 fois. Donc on va avoir cette fois-ci UN qui va être égal à U1 fois Q puissance n-1 et pas puissance n. Et enfin, en généralisant, on va avoir, si le départ se passe à un rang P quelconque, donc on a n-P en moins de multiplication de raison, ce qui fait qu'on a UN qui est égal à UP fois Q puissance n-P. On reprend, UN est égal à UP fois Q puissance n-P. Donc on a ces 3 formules qui sont, pour les plus utilisées, celles qui seront avec U0 et U1, mais le terme général, le plus générique possible, c'est la dernière qui est écrite. Donc là, en fait, cette partie-là, c'est pas forcément la partie qui va te permettre de démontrer qu'une suite est géométrique. C'est pas parce que à l'œil, en tout cas sur la partie de ton chapitre en première, et après évidemment on pourra les identifier, mais pour démontrer qu'une suite est ou n'est pas géométrique, il faudra bien penser à revenir à la définition. Et là, je t'invite à aller voir cette vidéo qui te permet de travailler ce point-là sur la méthode pour montrer qu'une suite est ou n'est pas géométrique. Bon, allez, maintenant, on va regarder 2 petits exemples sur l'écriture explicite d'une suite géométrique. Alors pour notre premier exemple, on a une suite géométrique de raison Q égale 1/2 et de premier terme U1 est égal à 16. On te demande d'exprimer UN en fonction de n, donc le terme général. Donc là en fait, pas de subtilité, tu as un terme, tu as la raison, bon c'est pas U0 mais c'est U1 le premier terme, donc on va pouvoir sortir la formule de cours. Et on a, pour tout entier naturel n, on sait que UN est égal à U0 fois Q puissance n, mais là, c'est pas ce qu'on a, ou sinon, on a U1 fois Q puissance n-1. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, de cette formule-là, on en déduit que UN est égal à U1 qui vaut 16 fois 1/2. Et on met bien la parenthèse autour de 1/2 puissance n-1. Attention, si tu ne mets pas ta parenthèse, ça veut dire qu'il n'y a que le 1 qui a la puissance et ton prof t'enlèvera des points sur la copie et il aura raison. Passons à l'exemple 2. Alors là, tu as une suite qui est géométrique, on t'annonce la caractéristique du type de la suite et on te donne V5 et V7 et on te demande la raison et le premier terme. Bon là, on n'est pas dans le cadre comme avant où on a la raison qui est donnée et un premier terme. Donc en fait, il faut utiliser une formule qui te lie des termes quelconques. Donc cette formule, c'est
Vn égale Vp fois Q puissance n-p. Donc, on va prendre avec ici et ici les valeurs de n et p. Donc, on a n égale 7 et p égale 5. Donc, n égale 5, 7, pardon, et p égale 5. On traduit maintenant dans cette formule et on obtient V7 égale V5 fois Q puissance 7 moins 5. Je remplace V7 par 384, puis ensuite mon V5 par 96 et 7 moins 5 qui fait 2, donc Q au carré. Donc ça, en fait, ça me permet d'obtenir la raison. Donc on obtient par le calcul Q carré est égal à 384 sur 96, soit 4, ce qui est plutôt pratique. Donc le fait de trouver 4, ça me mène à Q est égal à 2. Je peux marquer ça? Allez, dis que tu y as pensé parce que tu ne me vas pas croire que tu n'as pas oublié une partie. Ça n'est pas la seule réponse. Fais attention à ça. Ça fait Q est égal à 2 ou Q est égal à moins 2. Allez, celui-là, tu l'oublies souvent. Fais bien attention. Hein. On ne t'a pas dit que la raison était positive, donc on n'oublie pas que Q est égal à 2 ou moins 2. Ce qui fait qu'en fait, à ce stade-là de l'exercice, tu as deux suites géométriques possibles. Une suite de raison 2 et une suite de raison moins 2. Fais bien attention à ça. Bon, bah maintenant qu'on a ça, il n'y a plus qu'à déterminer le premier terme. Alors, pour déterminer le premier terme, on va utiliser les formules qui font intervenir V0. Et les formules qui font intervenir V0 sont Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc là, on va avoir deux calculs, mais en fait, est-ce que ça va intervenir ou pas le fait que la raison soit positive ou négative? Eh bien, on va voir ça. Alors, premier cas, on va dire si Q est égal à 2. Si Q est égal à 2, qu'est-ce qui se passe? Donc, Vn, on choisit celui que tu veux, que ce soit V5 ou V7. On va prendre le plus petit, les calculs seront plus légers. Donc, on va prendre V5. Donc, si Q est égal à 2, on a V5 qui est égal à V0, que l'on cherche à déterminer, fois Q à la puissance 5. Dans les deux cas, on était face à des puissances qui sont impaires. Donc, le signe va évidemment influencer sur la valeur du premier terme. Bon, on remplace V5, on remplace Q et on obtient... Donc, ton premier terme ici vaut 3. En effet, hein, on remplace par 96, on remplace par 2. Donc, ça fait donc 96 divisé par 2 puissance 5 ou encore 96 divisé par 32 et ça fait 3. Bon, maintenant on va faire exactement la même chose mais si Q est égal à moins 2. Alors si Q est égal à moins 2, on prend la même formule, on remplace et on obtient V5 égale V0 fois Q puissance 5 mais avec Q qui vaut moins 2, donc ça va faire 96 divisé par moins 32 et cette fois-ci on obtient moins 3. Donc en fait, il existe deux suites géométriques qui vérifient V5 égale 96 et V7 égale 384. La suite de raison 2 et de premier terme 3 ou alors la suite de raison moins 2 et de premier terme moins 3. Donc fais bien attention, si l'exercice ne te précise pas le signe de la raison, il se peut, dans ce genre d'exo, que des fois on ait deux suites. Bon, allez maintenant, passons un petit topo rapide sur l'allure des courbes de la forme Q puissance n, car tu as pu remarquer que Q puissance n intervient quand même pas mal dans l'écriture explicite de tes suites géométriques. On va regarder les 4 différentes représentations possibles d'une suite qui sera de la forme Q puissance n. À quoi ça va ressembler? Et donc en fait, là, il faut se poser la question de quelles sont les valeurs charnières, en gros, qui vont faire changer le comportement. Par exemple, assez facilement, tu peux te dire que multiplié par un nombre qui est plus grand que 1 ou multiplié par un nombre qui est entre 0 et 1, forcément, ce n'est pas la même chose. Hein, retire-toi bien de la tête que multiplier, c'est forcément augmenter. Non, tout dépend de la valeur de Q par laquelle tu multiplies. Multiplié par 2, forcément tu doubles. Multiplié par 0,5 ou par 1,5, là tu divises par 2 en fait réellement. Donc il faut faire attention un petit peu à ces idées un peu préconçues et qui disent que la multiplication c'est l'augmentation. Pas toujours. Donc, on va avoir en fait 4 cas possibles. On va avoir le cas avec Q plus grand que 1, le cas avec Q entre 0 et 1, le cas avec Q entre moins 1 et 0 et le cas où avec une valeur de la raison qui va être strictement plus petit que moins 1. Sachant qu'on a des cas particuliers, si Q égale 1,
c'est constant évidemment, q puissance n avec q égale 1, bah, c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait tout le temps 1. Et quand c'est moins 1, bah, ça va faire moins 1 puissance n. Et ça va être quelque chose d'alterné qui va valoir successivement 1, moins 1 en permanence. Une suite qui sera bornée, mais qui va osciller en permanence entre moins 1 et 1. Hormis ces cas, on va regarder les différents cas de figure ici. Le premier ici, pour q strictement plus grand que 1. Tu peux remarquer une croissance qui est quand même assez forte et qui d'ailleurs porte un nom particulier qui est la croissance exponentielle, et tu vas voir ça cette année dans ton cours de première. Eh bien, pour q strictement plus grand que 1, on aura toujours et systématiquement cette partie un peu légère au début et ensuite une augmentation assez forte des variations. Puis ensuite, pour q compris entre 0 et 1, bah, tu peux voir que c'est un petit peu la même chose, mais cette fois-ci dans l'autre sens. On a une décroissance assez forte et on va avoir les valeurs, les points de ta représentation graphique qui vont venir se rapprocher de plus en plus de 0. Et là, on pourra dire par exemple que la suite converge vers 0. Ensuite, le troisième cas, entre moins 1 et 0. Tu peux voir que cette fois-ci, on a toujours des points qui se rapprochent de 0, mais de manière alternée. Car normalement, ça devrait te sembler logique. Si on multiplie par un nombre qui est négatif, puis encore par ce même nombre négatif, ben, moins par moins ça fait plus, puis par moins ça fait moins, puis par moins ça fait plus, et ainsi de suite. Et tu peux voir qu'on a le signe de q puissance n qui va être alterné. Donc on va avoir en effet cette suite qui va se rapprocher de 0, mais un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous, et ainsi de suite. Et enfin, le dernier cas, q qui est plus petit que moins 1 strictement. Eh bien, pareil que pour le cas précédent au niveau du côté alterné. On va multiplier par un nombre négatif, ce qui veut dire que le signe de q puissance n va être successivement plus, moins, plus, moins. Mais vu qu'on multiplie par un nombre qui est plus petit que moins 1, qui en valeur absolue en gros plus grand que 1, va faire que les valeurs vont augmenter ou diminuer, mais de plus en plus. Ce qui fait qu'en fait, tu peux voir là sur le graphique que on monte, on descend, on monte encore plus, on descend encore plus et on s'éloigne de plus en plus, un coup vers le haut, un coup vers le bas. Ici, notre suite, on va dire qu'elle diverge, mais on ne peut pas dire qu'elle tend vers plus ou vers moins l'infini, puisqu'elle est alternée, un coup en haut, un coup en bas. Alors, je te propose de faire un petit topo rapide avant de passer au dernier point d'ailleurs, sur la notion de comportement à l'infini de q puissance n. Donc on peut voir ici une disjonction de cas, comme on vient de voir juste avant. La limite de q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque n devient très grand, qui est égale à 0 si q est entre moins 1 et 1. Souviens-toi les deux graphiques qu'on a vus, hein, un par-dessus ou un alterné mais qui se rapproche quand même de 0, dans le cas compris entre 0 et 1 ou entre 0 et moins 1. Donc on généralise et on a la suite qui tend vers 0. On dit donc qu'elle converge, car converger c'est tendre vers une limite finie. Puis, si q est strictement plus grand que 1, q puissance n tend vers plus l'infini. C'est le cas de la courbe qui montait fort comme ça. Et enfin, la dernière qu'on a abordée, si q est plus petit que 1, mais cette fois-ci, j'englobe le moins 1 parce qu'entre moins 1 et 1, ben, en fait, elle fait 1, moins 1, L moins 1 et elle n'a pas de limite. Eh bien, c'est la même chose que si q est strictement plus petit que moins 1, elle monte, elle descend en s'écartant de plus en plus. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai mis 0 barré pour dire que q puissance n n'a pas de limite. Et dans ce cas-là, on dit qu'elle diverge, que ce soit dans le cas de la suite qui n'a pas de limite ou dans le cas de la suite qui tend vers plus ou moins l'infini d'ailleurs. Donc diverger, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas converger, c'est-à-dire soit tendre vers l'infini, soit ne pas avoir de limite. Bon, maintenant, dernier point, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors dans cette partie, on va aborder un point qui est quand même ultra important, hein. La somme, si tu envisages une prépa, un supérieur un peu scientifique, sois vigilant et travaille bien tes sommes. Même si tu les fais pas beaucoup à l'école, va chercher des ressources sur internet, va regarder les vidéos qu'on te propose là-dessus. C'est super important de les travailler. Je te promets que tu en verras plein dans le supérieur si tu vises des supérieurs scientifiques. Alors, de quoi est-ce que ça s'agit? Il s'agit de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est-à-dire que soit on identifie une succession ordonnée de nombres qui semble être géométrique, ou alors on te dit, après une étude dans un exercice, que la suite est géométrique et on te demande de calculer une somme. Alors,
Par exemple, un cas particulier, la somme qui commencerait à U0, qui s'arrêterait à UN, et ça sera très souvent ça en fait. Donc U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus UN. Alors, on peut le noter avec ce signe-là, le sigma, qui est le signe somme, qui me dit que c'est la somme de k égale 0, premier terme ici, jusqu'à n, le dernier terme, le dernier rang ici, des uk. Où k, en fait, ce n'est rien d'autre que ton indice muet. Donc en fait, ici, j'aurais pu mettre tout sauf n. Donc j'aurais pu mettre ici une lettre comme L. Et j'aurais pu marquer la somme de L égale 0 jusqu'à n des UL. Alors dans le cas général, on aura une somme, on va ici noter Tn, qui commencera à un rang P quelconque et qui s'arrêtera à un rang N. Et donc on aura UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 jusqu'à plus UN. Et donc ça sera la somme de K égale P jusqu'à N des UK. Un petit point de rappel quand même, c'est comment déterminer le nombre de termes dans une somme. Alors le nombre de termes dans une somme qui commence à P et qui s'arrête à N, c'est N moins P plus 1. N'oublie pas ce plus 1. Imagine une somme qui va de U5 à U9. U5, U6, U7, U8, U9. Tu as 5 termes et non pas les 4 qui te viendraient naturellement en faisant le 9 moins 5. Attention à ça. Bon, maintenant, on va regarder les formules de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et dans un premier temps, on regarde la somme des q puissance n, au cas où tu n'as une suite qui est définie que par q puissance n. Donc celle-ci, on la prend par cœur, la somme des q puissance n, 1 moins q puissance nombre de termes sur 1 moins q. Et ensuite, on le généralise et je te conseille de retenir cette deuxième formule-là qui est la formule générale, qui est premier terme de la somme, en l'occurrence ici UP par exemple, fois 1 moins Q, la raison à la puissance nombre de termes, d'où l'importance de savoir ça, divisé par 1 moins Q. Donc on rappelle, premier terme de la somme fois 1 moins Q puissance nombre de termes divisé par 1 moins Q. Ou encore, si on le note avec des U, eh bien ça va être UP fois 1 moins Q puissance N moins P plus 1 divisé par 1 moins Q. Bon ben voilà, on a balayé au travers de cette vidéo la définition d'une suite géométrique, donc UN plus 1 égale Q fois UN avec Q la raison et la donnée d'un premier terme, puis ensuite son terme général, U0 fois Q puissance N, sa représentation graphique qui, en fonction des valeurs de Q évidemment change avec petite notion de limite, et enfin les sommes de termes consécutives d'une suite géométrique. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre cette partie du cours et ce point sur les suites géométriques, vraiment très important. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à venir t'abonner à la chaîne, à liker en mettant le petit pouce bleu vers le haut, ça fera plaisir et c'est bien pour l'algorithme, ça nous aide à référencer la chaîne, à la partager auprès de tes amis et à venir la commenter. Puis ensuite, tu peux nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur Internet. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!